Le volage 5017 ne s'est probablement pas désintégré en vol. Le BEA qui utilise le conditionnel car il n'a pu faire preuve aujourd'hui d'aucune certitude. La raison, les enregistreurs de conversation endommagés sont inexploitables. Il faudra donc poursuivre les investigations autour des boîtes noires. On fera le point dans un instant dans ce journal. À la une également, cet appel de Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Irak. 100 000 personnes viennent de quitter le nord du pays. Les djihadistes de l'EIL y ont fait une nouvelle percée. 3 villes supplémentaires sont tombées aux mains des insurgés qui brûlent là-bas des églises. La correspondance de Bagdad dans un instant. Et puis une nouvelle journée de négociations au Caire, il faut faire vite. C'est demain matin à 8 h que le cessez-le-feu expire. Israël a proposé de prolonger cette trêve, mais le Hamas tarde à répondre. De son côté, la communauté internationale fait pression sur les deux camps pour parvenir à une entente, à un accord de paix durable. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. Le BEA a donc livré cet après-midi ses premières conclusions sur le crash du vol AH5017. Le bureau Enquête et Analyse qui a donné sa toute première conférence de presse depuis le drame, c'était il y a 2 semaines tout juste. Un rendez-vous organisé conjointement avec le président de la commission d'enquête malienne. Les représentants des deux organisations ont donc pris la parole tour à tour et évoqué un accident. L'avion ne s'est probablement pas désintégré en vol, mais bien en impactant le sol. Seulement les éléments étudiés jusque-là ne permettent pas de livrer des conclusions définitives car les enregistreurs de conversation sont pour l'instant inexploitables. Écoutez Rémi Jouty, directeur du BEA. Cet enregistreur a été assez endommagé par l'impact et les conséquences de l'accident. C'est un enregistreur à bande magnétique. La bande magnétique qu'il contenait a pu être extraite du boîtier protégé. Elle était un petit peu endommagée. Malheureusement, les enregistrements contenus sur cette bande se révèlent à ce jour inexploitables. Et les meilleurs experts sont donc mobilisés pour tenter de faire parler les boîtes noires. Autre information à retenir, la trajectoire de l'appareil avant de chuter. Carte à l'appui, le BEA a démontré que l'altitude de l'appareil avait progressivement diminué avant l'impact. L'avion qui s'est ensuite mis à vriller. Le travail va donc continuer pour comprendre les raisons de ce drame. Un rapport d'étape sera rendu mi-septembre, a annoncé le président de la commission d'enquête malienne. L'EIL poursuit son avancée dans le nord de l'Irak. Les djihadistes se sont emparés aujourd'hui de 3 villes supplémentaires, les villes de Makhmour, Al-Kouer et Tal-Kaïf. Cette dernière localité qui a été peuplée jusqu'ici par une majorité de chrétiens. La communauté, déjà prise pour cible par les insurgés, a été contrainte de fuir. 100 000 chrétiens auraient ainsi pris la route en direction du Kurdistan voisin. Nous retrouvons tout de suite en direct de Bagdad notre correspondante Anne-Sophie Lemauve. Bonjour Anne-Sophie. On avait anticipé cette percée des djihadistes, anticipée sur place, puisque tous les villages avaient été vidés bien avant l'arrivée des insurgés. Oui, alors, en effet, selon plusieurs sources locales, des habitants confirment, mais aussi des politiques et des religieux confirment aussi que la quasi-totalité des villages chrétiens ont été désertés par leurs habitants. Des habitants qui, vous le disiez à l'instant, ont anticipé l'arrivée des djihadistes. Je viens de m'entretenir avec un habitant de la localité de Hamdaniya, qui est perché dans les montagnes kurdes, qui me confiait il y a à peine une demi-heure au téléphone qu'il avait chargé dans sa voiture tout ce qu'il avait pu et qu'à l'instar de centaines de villageois, il avait pris la fuite il y a 2 jours, car il dit tout le monde le sentait bien que les Kurdes, en qui, je cite, les habitants n'ont pas vraiment confiance en tant que chrétiens, allaient les lâcher. Tout semble-t-il a basculé cette nuit lorsque des colonnes de voitures de militants islamistes, des véhicules de l'État islamique sont arrivés sur les lieux avec leur drapeau noir. Les villages chrétiens sont en fait tombés comme des dominos dans la nuit de mercredi à jeudi. On parle de Karakosh, la plus grande ville chrétienne qui concentre tout de même plus de 50 000 habitants, Telkiev qui fait partie de ces territoires occupés, donc Bachika, Bartola, mais aussi un petit village tel que Teleskov. J'ai pu contacter le maire de Telkiev, un chrétien qui a échappé à plusieurs reprises à des attentats, qui m'a confirmé que sa ville était en effet entre les mains de l'État islamique et qu'il avait pu sauver sa peau et s'était réfugié à Al-Koch, une des enclaves chrétiennes proches de Karakosh, qui, elle, n'est pas encore tombée entre les mains de l'EI, mais dont les habitants ont fui en grand nombre. Alors, on sait que
Bagdad comptait ces derniers jours, ces dernières semaines sur les Peshmerga pour faire barrage face à l'arrivée des djihadistes. Le ton qui aurait quelque peu changé dans les rangs de l'armée kurde. Écoutez, c'est très compliqué parce que le politique, le militaire, le religieux, tout s'en mêle ici. Les habitants qui fuient au moment où je vous parle rapportent les mêmes propos, à savoir que les forces kurdes se sont retirées, je cite, sans vraiment y résister, ce qui choque d'ailleurs les habitants, notamment les chrétiens qui se sentaient protégés, des Kurdes qui se plaignent aussi de ne pas disposer d'armes suffisamment sophistiquées et pour rivaliser avec l'État islamique qui est complètement surarmé. Un employé d'Erbil proche, qui travaille dans une ambassade pas très loin d'Erbil, me confiait il y a quelques minutes de ça qu'il s'était entretenu avec un lieutenant Peshmerga ce matin même et que ce dernier leur avait dit à lui et son équipe que ses forces avaient reçu l'ordre de leur commandant de se retirer de Telkiev et de Karakoche sans combattre. Anne-Sophie Lemoff en direct de Bagdad, merci beaucoup. Anne-Sophie, j'ajoute ces toutes dernières réactions, celle de la France par la voix de Laurent Fabius qui vient de demander la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Irak. Et puis le pape François, lui, a appelé la communauté internationale à protéger les populations en fuite, à savoir la communauté chrétienne. La journée est décrite comme cruciale par les observateurs du conflit au Proche-Orient. Le compte à rebours a effectivement commencé avant l'expiration du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La trêve est censée prendre fin demain matin à 8 h. L'État hébreu a accepté de la prolonger, mais l'on attend toujours une réponse du Hamas. En attendant, les différents médiateurs dans cette crise pressent les deux parties à s'entendre, à convenir d'un accord sur une paix durable. Lucie Desbioles. Tony Blair, le représentant du quartet, Nabil El Arabi de la Ligue arabe, Robert Serri des Nations unies et bien sûr les délégations israéliennes et palestiniennes. Tous sont réunis au Caire pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu définitif. Israël avait indiqué mercredi soir être prêt à une prolongation des 72 heures déjà négociées. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé, selon le compte Twitter d'un des chefs du Hamas, Moussa Abou Marzouk. Pour les Palestiniens, l'objectif est avant tout d'obtenir la levée du blocus. En marge du sommet africain, Barack Obama affirme que Gaza ne peut pas vivre coupé du monde. Le but des États-Unis à présent est de faire en sorte que le cessez-le-feu tienne, que Gaza puisse commencer sa reconstruction, que des mesures soient prises pour que les habitants de Gaza puissent avoir de l'espoir. Sortir Gaza de son isolement, une exigence difficilement compatible avec les conditions israéliennes. Pour le Premier ministre Benyamin Netanyahou, la sécurité de son pays prime, avec la nécessité de démilitariser la bande de Gaza. La tragédie de Gaza, c'est d'être sous la coupe du Hamas, un groupe tyrannique et fanatique qui se délecte de ses victimes civiles, qui en tire profit et s'en sert comme propagande. Après un mois de combat, Gaza est un chantier à ciel ouvert. 6 milliards de dollars seraient nécessaires pour la reconstruction, 180 millions uniquement pour prendre en charge les réfugiés. Le prêtre espagnol infecté par Ebola est arrivé à Madrid, l'Espagne, où il va désormais être soigné, pris en charge. Le missionnaire avait contracté le virus au Libéria. Face à l'épidémie qui ne cesse de s'étendre, le pays a justement décrété la nuit dernière l'état d'urgence pour 90 jours. Le gouvernement avait déjà pris toute une série de dispositions exceptionnelles sans parvenir toutefois à enrayer le virus. La grande difficulté aujourd'hui, vous allez le voir, convaincre les malades de se rendre à l'hôpital. Reportage de Katharina Vitozzi avec Salima Belhadj. J'ai acheté un médicament pour le sang, j'ai mon médicament pour le sang. Il y a une semaine, Rufus Mosema est tombé malade. Il a eu une forte fièvre et des douleurs articulaires, les symptômes du paludisme, mais aussi d'Ebola. Il a donc imaginé le pire et pour protéger sa famille, Rufus a décidé de s'enfermer dans sa chambre et de ne pas aller à l'hôpital. S'ils me voient trembler, ils vont dire « Ok, il a Ebola, mettez-le avec les autres contaminés ». Mais si je n'ai pas Ebola, parce que je serai avec ces gens, je vais contracter le virus. Deuxièmement, l'homme qui soignait les gens à l'hôpital est mort d'Ebola.
Alors quelles sont les garanties si je vais là-bas, si j'ai Ebola, qu'ensuite tout ira bien? Rufus fait partie de ces nombreux Libériens qui ont peur d'aller à l'hôpital. Là, il a eu de la chance, il était en fait atteint du paludisme et se sent mieux désormais. Mais les médecins se rendent souvent compte des méfaits de l'automédication. Les gens qui se soignent à la maison risquent la surdose, ou alors de ne pas se soigner assez, ou même de ne pas soigner exactement ce qu'ils ont. Nous avons un patient qui s'est rendu dans une pharmacie où on lui a fait une injection. Maintenant, il a des abcès aux fesses. Tous les patients qui se soignent par eux-mêmes sont en danger. Et si une personne est atteinte du virus Ebola, le risque est aussi pour l'entourage. Si pour n'importe quelle raison, une personne a contracté le virus Ebola et que sa famille est présente, si la personne n'a pas été isolée, alors la famille entière est contaminée. Donc, c'est d'autant plus difficile d'endiguer l'épidémie. Mais les Libériens ont peur. Pour eux, les hôpitaux sont synonymes de mort et non de guérison. Les combats devraient reprendre autour du site du crash du vol MH17. Kiev a effectivement annoncé ce matin la fin du cessez-le-feu observé autour du site. Il reprendra quand les enquêteurs internationaux reviendront sur zone. L'Est est en proie à de violents combats ces derniers jours, notamment autour et dans le centre désormais de Donetsk. Un obus serait d'ailleurs tombé aujourd'hui sur un hôpital, faisant un mort selon les autorités régionales. Le Kremlin fait appel à ses alliés pour contre-attaquer après la phase 3 des sanctions annoncées la semaine dernière par les 28. La Russie qui a donc ordonné la fin de l'importation des produits agricoles des pays l'ayant sanctionné des produits des pays européens. La Biélorussie et le Kazakhstan devraient s'associer à cette initiative. On a appris ce matin que Bruxelles se réservait à son tour le droit de prendre des mesures après ces restrictions. La Russie qui a renouvelé le droit d'asile à Edward Snowden, l'ex-agent de la NSA, a reçu tout à l'heure l'autorisation de séjourner encore 3 ans dans le pays. Il y réside depuis déjà 1 année, depuis qu'il a révélé, souvenez-vous, l'ampleur de la surveillance américaine dans le monde. Edward Snowden avait fait cette demande en juillet, avait réclamé la prolongation de son permis de séjour dans le pays. C'est, dit-on déjà, le plus grand vol de données de l'histoire d'Internet, plus important que celui de Target ou de PlayStation Network. Un groupe de hackers russes aurait dérobé 1,2 milliard de logins et mots de passe. Les données ont-elles été volées en clair ou sous forme cryptée? Dans l'immédiat, on n'en sait pas beaucoup plus. 420 000 sites auraient été touchés. C'est peut-être le casse du siècle qui vient d'être commis sur Internet. 420 000 sites ont été touchés, plus d'1 milliard de mots de passe volés. Nous ne savons pas encore quels sites web ont été victimes sur les 400 000 qui ont été exposés. Il faut donc se résoudre à changer une nouvelle fois tous vos mots de passe. À l'origine de cette cyberattaque record, des pirates russes. C'est le New York Times qui a révélé l'information mardi. Une douzaine de jeunes hackers, confondus par une société de sécurité informatique. Au cours de cette enquête qui a duré 7 mois, nous avons pu identifier le réseau de hackers et faire cette stupéfiante découverte. Un gros coup pour cette entreprise qui espère ainsi voir plus de sociétés se protéger face aux cyberattaques. En Europe, celles-ci ont augmenté de 50% entre 2012 et 2013. 93% des entreprises de plus de 250 salariés ont déjà été touchées, alors que seuls 38% ont un plan de gestion des risques, selon une étude faite en 2013. Il faut dire que ces dispositifs ont un coût. Dans le secteur ultra sensible des banques, par exemple, le groupe britannique Lloyds Banking a investi 175 millions d'euros dans sa sécurité informatique en 2013. La Deutsche Bank a prévu d'injecter 1 milliard d'euros d'ici à 2015. Un investissement conséquent. Les spécialistes regrettent toutefois que ce budget soit souvent la première variable d'ajustement des dépenses informatiques des entreprises. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.